Yaorana, merci d'avoir choisi TNTV ce dimanche. Voici les titres de votre journal. Dans l'actualité, les fonctionnaires et le retour de ces thèmes qui font débat. Surrémunération et inégalité de traitement. L'un fait l'objet d'un rapport et l'autre d'une proposition de loi. L'invité politique du dimanche réagit en direct. Nicole Sanquer est avec nous ce soir. Le Heiva 2025, déjà dans nos esprits, et le Ori Tahiti, toujours dans les mémoires sur TNTV. Une ancienne meilleure danseuse, Moena Mai-Otui, le meilleur Farapu de l'année 2011. On ouvre la boîte à souvenirs. Une bonne dose de rire, une place Toata remplie et un franc succès pour le Jamel Comedy Club. C'était les ingrédients d'un samedi soir réussi et nous y étions. Enfin, vous verrez que la pluie n'a finalement pas tout gâché ce week-end. On va quand même transpirer. Au menu boxe, MMA, apnée et on parle cycle féminin et performance dans notre dossier sport de ce dimanche. C'est la question qui fait débat et qui revient régulièrement dans l'actualité. Baisser la surrémunération des fonctionnaires pour réduire le coût de la vie en Outre-mer, c'est l'une des préconisations d'un rapport remis au président de la République, un levier qui pourrait faire l'effet d'une bombe et qui fait déjà réagir les premiers concernés. Nicolas Pérez, Esther Cuneo. Comment faire baisser le coût de la vie en Outre-mer? Cette question, l'Élysée a décidé de s'en saisir, en mandatant un juriste, Pierre Egea, et un chef d'entreprise, Frédéric Mault-Louis Félicité, pour proposer une série de mesures. Intitulé « Les Outre-mer, notre défi commun », ce document de 150 pages évoque au total 71 recommandations. Si certaines ont une résonance positive, comme la réduction des billets d'avion et du fret, d'autres sont vues d'un mauvais œil. En l'occurrence, la proposition 32. Celle-ci s'attaque aux revenus des fonctionnaires de l'État et du pays en justifiant qu'une surrémunération de 20% est encore très supérieure au différentiel moyen du coût de la vie entre les Outre-mer et l'Hexagone, puisque l'INSEE évalue ce différentiel entre 9 et 16% selon les territoires. Pour les syndicats concernés, cette piste ne tient pas. Pour compenser cet écart, ce n'est pas en appauvrissant ceux qui ont de quoi vivre décemment qu'on va donner à ceux qui n'ont pas de quoi vivre décemment, de quoi vivre. Non, parce que ceux qui vont perdre vont dépenser encore moins et appauvrir ceux qui sont en dessous. Donc la solution, c'est d'élever la rémunération de ceux qui sont les moins bien lotis dans la société. D'autant que l'ISPF a déterminé en 2022 que l'écart du coût de la vie entre l'Hexagone et le Fénois était de 31%. Des données trop disparates selon les syndicats qui demandent une étude rigoureuse sur le sujet du coût de la vie dans les Outre-mer. Si on venait à avoir une étude sérieuse au travers de laquelle on puisse quantifier le réel différentiel du coût de la vie entre la Polynésie, les îles de la Polynésie et la métropole, ensuite il va falloir également pouvoir adapter l'indexation des salaires des fonctionnaires à la réalité justement qui sera mise en avant. Ça peut être éventuellement une baisse de l'indexation, mais il faut aussi avoir le courage de pouvoir dire qu'on va augmenter l'indexation justement des fonctionnaires au regard du réel coût de la vie en Polynésie. Pour le sénateur polynésien, Tevaro Fritsch, lui-même auditionné dans ce rapport, la réponse est claire. Ça serait une ignominie et une bêtise sans nom. Là, ce qu'ils appellent la surrémunération, nous appelons l'indexation finalement des fonctionnaires, elle est justifiée pour accompagner les fonctionnaires d'État en raison du coût de la vie élevé. Donc ce n'est pas en supprimant cette indexation qu'on va faire baisser le coût de la vie. Attaquons-nous au vrai sujet, c'est ce que je disais, la distance, le fret, les taxes, les coûts d'approche. Rendu en décembre dernier, ce document n'a toujours pas eu d'écho de l'Élysée. Il pourrait être court-circuité par le rapport sur la vie chère en Outre-mer émanant du Sénat. Ce dernier prévoit 24 recommandations. Des pistes dont le ministre des Outre-mer pourrait également s'inspirer pour son projet de loi sur le sujet, promis d'ici 2 mois. Yaorana, Nicole Sanquer, c'est un peu un vieux serpent de mer, on peut le dire, cette question des surrémunérations. Tout le monde en parle depuis plusieurs années, mais personne ne s'en empare vraiment. Quel est votre regard politique sur cette question? Avant tout, Yaorana et Yaorana, tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est vrai que la surrémunération, c'est comme un couperet à chaque fois que l'État met en avant quand on a des revendications. Pas plus tard qu'en début d'année, puisque ma collègue Myriana Red Arbelot défend le dispositif
dispositif de la pension civile pour améliorer les retraites. La réponse de l'État a été claire, si on touche la pension civile, on touchera la surrémunération. Alors nous, de notre côté, c'est très clair, c'est vraiment pas quelque chose à toucher dans les Outre-mer, surtout que l'État aujourd'hui a énormément de difficultés dans les Outre-mer. Et surtout dans un contexte socio-économique assez tendu, on peut le dire. Oui, assez tendu. Si vous voyez bien, il y a des problèmes un peu partout, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et ça mettrait vraiment le feu aux Outre-mer. Moi, j'ai des collègues de Guadeloupe dans mon groupe, et c'est le sujet tabou. Par contre, proposer des mesures pour réduire la cherté de la vie, il y en a aussi toute une panoplie à étudier. Et si on peut dire, quelle serait la bonne raison de toucher à cette surrémunération ? En fin de compte, c'est toujours par souci d'économie, mais si on regarde bien, les métropolitains qui viennent ici, dans le cadre de leur fonction, reçoivent plusieurs primes. Donc, on pourrait peut-être revoir, c'est de l'ordre de 20 mois de salaire quand vous faites un contrat complet, c'est-à-dire 4 ans. Donc, on peut aussi regarder de ce côté-là s'ils veulent. Et puis, le sujet qui nous concerne, nous, notre objectif est de faire revenir les Polynésiens ici, qui, eux, ne bénéficient pas de primes. Ça pourrait être une bonne économie et on aurait nos enfants qui reviendraient travailler en Polynésie. En parlant de primes, les militaires bénéficient désormais d'une prime d'installation. C'était votre combat depuis 2022. Cela a mis un bout de chemin, 3 ans. Voilà. Vous avez déposé une proposition de loi le 1er avril. Oui. Pourquoi avoir voulu aller plus loin et ne pas s'être arrêté finalement à cette question des militaires ? Alors, parce que je m'attaque évidemment à toutes les inégalités de traitement qui touchent les fonctionnaires d'origine des collectivités du Pacifique. Et c'est vrai que dans ma loi, il y a des inégalités de traitement, par exemple les congés bonifiés. Si vous avez des Polynésiens qui sont actuellement dans la fonction publique hospitalière, ils ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Alors, les congés bonifiés, c'est l'État qui prend en charge les billets d'avion pour un retour pour des congés. Et surtout, le 3e article parle de la prime d'installation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a énormément de Polynésiens qui réussissent les concours d'État et sont obligés donc de s'expatrier, d'aller vivre en France. Un Guadeloupéen qui réussit ce concours sera accompagné d'une prime d'installation pour qu'il s'installe. Ceux qui sont originaires de la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis n'y ont pas droit. C'est une inégalité de traitement. Et l'harmonisation, c'est ça ? Non, surtout l'équité de traitement, parce que nous sommes des Français à part entière. Mais certaines voix pourraient quand même vous reprocher, Nicole Sanquer, de ne défendre que la cause des fonctionnaires, après tout, qui ont déjà la sécurité de l'emploi. Non, mais là, il s'agit de nos enfants qui sont obligés de s'expatrier, l'équité de traitement. Après, dire que je ne défends que les fonctionnaires, c'est totalement faux. Le ministre Emmanuel Valls nous a interrogés sur des mesures concrètes pour baisser le coût de la vie. J'en ai fait plusieurs, et notamment demander la participation de la France au fonds pour l'énergie qui existe, qui ne participe pas, et c'est aussi un sujet que défend mon collègue Moirani Frébo, et une participation financière de l'État pour le fonds des transports interinsulaires. Donc, on ne peut pas uniquement s'attaquer à ça, et sur les sujets locaux, je défends en fin de compte les fonctionnaires aussi, mais aussi tous les autres secteurs. Et comment est-ce qu'on s'attaque à ça, Nicole Sanquer ? Peut-être un point sur le nombre de voix nécessaires. Alors, c'est vrai que la loi que j'ai déposée, ça s'appelle une proposition de loi transpartisane. Pour qu'elle puisse être étudiée, il faudrait que j'obtienne 57 signatures. Aujourd'hui, j'ai 37 signatures, mais par contre, ce qui est encourageant, c'est que sur les 11 groupes présents, j'ai des députés de 8 groupes qui ont déjà signé. Donc, si j'arrive à obtenir les 58 signatures et qu'on passe à l'examen, je me battrai pour que ça passe. Donc, il y a encore du travail à faire. Où prendre les fonds ? Parce que vous savez que toute mesure a un prix. J'ai eu l'occasion de discuter, de présenter ma loi au ministre de la fonction publique, M. Marcangeli, et c'est vrai qu'il a parlé d'une évaluation financière. Moi, j'ai mis en avant l'équité de traitement, parce que nous sommes des Français. Pourquoi il y a ces dispositifs d'aide pour les Outre-mer, mais pas pour les collectivités du Pacifique. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un sujet.
Une dernière question, une indiscrétion sur les prochaines échéances électorales. On a 2026 en tête, on a 2028 aussi en tête. Il y a cette plateforme autonomiste. L'idée lancée d'une union, ça vous a profité, on peut le dire, pour la députation. Exactement. Vous allez faire partie de cette aventure? Alors cet accord de la plateforme Amitato ne parlait que des élections législatives. Mais pendant la campagne, plusieurs équipes finalement se sont bien entendues commune par commune. Et on voit aujourd'hui que pour la préparation aux élections municipales, cette entente va perdurer. Donc concernant Ahirea Polynesia, nous n'excluons pas de faire une liste avec plusieurs composantes autonomistes, mais nous n'excluons pas aussi dans certaines communes de partir seuls. Merci Nicole Sanquer pour ces explications et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous serons tous impliqués dans cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Pourquoi ? Parce que le monde entier aura les yeux rivés sur le Fénois. Plus de 600 candidatures et 50 dossiers retenus dans le monde, dont un projet polynésien qui met plus que jamais l'économie bleue au centre des débats. Athéna Milcam, Esther Cuneo et Liora Boutnik. Après New York et Lisbonne en 2017 et 2022, la France accueillera en juin la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Un rendez-vous international majeur visant à protéger la biodiversité, à limiter la pollution et à encadrer l'exploitation durable des ressources marines. Cette année, la Polynésie y occupera une place importante. D'abord, dans la zone grand public, où les associations et acteurs locaux animeront des conférences. Mais surtout, dans la zone bleue, un espace réservé à un public averti et notamment aux chefs d'État. Sur les plus de 600 candidatures, le projet polynésien a retenu l'attention de l'ONU, l'opportunité de glaner des financements, nerf de la guerre. Et cet événement, on va l'organiser grâce au soutien de la Tetiaroa Society et de l'Agence internationale des fonds marins. Elle va permettre du coup de livrer un message politique fort sur la position de la Polynésie, mais aussi de la France sur les fonds marins, qui est priorité à la connaissance de ces fonds et puis surtout nécessité vraiment de les préserver. Et l'autre message qu'on veut délivrer, c'est qu'on peut utiliser les profondeurs de façon durable. Et là, on pense évidemment aux projets qui ont été mis en œuvre en Polynésie, énergie thermique des mers, et aussi les systèmes de climatisation par eau de mer, le SWAC, comme celui de l'hôpital, qui est encore à ce stade une première au niveau mondial. Cette représentativité, c'est aussi le fruit d'une dynamique portée sur le territoire par le cluster maritime polynésien, une entité qui rassemble depuis 10 ans tous les acteurs de l'économie bleue. Aujourd'hui, c'est quasiment 13% de l'ensemble des actifs, des gens qui travaillent en Polynésie, travaillent dans le maritime. Et c'est plus de 80% des ressources propres de la Polynésie à l'export qui directement viennent des produits qui sont issus de la mer et du travail qui est fait dans le maritime. Donc l'idée du cluster, c'est continuer à développer cela, à former nos marins, à améliorer notre capacité de construction et de réparation navale, à faire toute la chaîne jusqu'au bureau d'études, etc. Et que les Polynésiens puissent s'emparer de ces métiers, puissent s'emparer de ce savoir-faire et continuer à développer. On l'a vu dans les chiffres qui ont été présentés ce soir, c'est plus de 10 ans de croissance continue sur l'ensemble de l'économie maritime de la Polynésie française. Le cluster souligne une hausse de 15% du nombre d'entreprises du secteur maritime en 10 ans, accompagnée d'une progression notable du chiffre d'affaires, soit plus de 80 milliards de francs en 2023. Des résultats qui confirment l'importance grandissante de l'économie bleue et son rôle dans le développement économique du Fénois. Après la mer, la terre et la saison de la pesée de la vanille. Et elle a bien démarré. En image, la 3e pesée avec des agriculteurs satisfaits malgré une année pluvieuse. Une idée du prix au kilo, 10 000 francs cette année. Un tarif plancher selon les vanilliculteurs. Tout sourire après des années marquées par les vols de leur production. On écoute Joël Ahé, maire de Puturu, avec Jessica Doucet. Par rapport au calendrier de l'Epic Vanille, au niveau des ventes, je pense que ça a beaucoup évolué. On s'aperçoit aujourd'hui, il y a beaucoup de vanilles qui sont... Quelques difficultés? Alors, au niveau des difficultés, c'est plutôt par rapport au climat, par rapport à la pluie ces dernières semaines, mais sinon, il n'y a rien de spécial. L'agriculture qui s'inscrit comme la principale ressource économique de Tara. Un chiffre, près de 400 hectares de terre qui y sont cultivés. Et cela pourrait être bien plus avec un effet ricochet. Plus de terre, plus d'exploitants, c'est plus de production avec le soutien du pays et de l'État. On retrouve Jessica Doucet.
Nous voici sur le domaine de Hamené. Ici, 20 lots agricoles représentant 18 hectares sont en cours d'aménagement. Destinés à l'agriculture biologique, ces futures exploitations approvisionneront les marchés, commerces et complexes hôteliers des îles sous le vent. 4 lots sont déjà attribués. Parmi les bénéficiaires, Marie, qui présente fièrement son fa'apou de 5000 m² aux visiteurs. Tu connais, avec les terrains indivis, il y a toujours la famille qui vient t'embêter. Aujourd'hui, ça nous facilite beaucoup le terrain qu'on nous a, une part qu'on nous a donnée pour qu'on puisse cultiver. Coût total des travaux, 80 millions de francs pris en charge par l'État et le pays. Là, on est tout de suite dans le concret de voir comment ce soutien s'incarne et se développe. On connaît la situation en termes de santé de la population polynésienne et donc l'enjeu, c'est la capacité à se nourrir mieux, à se nourrir avec des produits locaux, avec des produits bio. Produire plus pour répondre à la demande, c'est bien, mais valoriser les récoltes et réduire les pertes grâce à l'agrotransformation, c'est l'idéal. Et Taha y travaille. 2 ateliers de transformation attendent leurs exploitants. Investissement 171 millions de francs, encore une fois financés par l'État et le pays. Tui Heinui, juriste de formation, fait partie des 5 porteurs de projets candidats. Ce sont des produits à la base brute qui sont recueillis auprès des agriculteurs et qui sont par la suite transformés. J'aime pas trop le dire ce mot, mais ce sont des produits qui vont se travailler et ensuite qui vont être commercialisés. Ce qui me motive, c'est soutenir nos agriculteurs locaux. Pour optimiser l'acheminement des productions, des zones de stockage sont en construction sur le quai de Tapuamu, une étape clé pour fluidifier la chaîne du champ au consommateur. C'est toute une chaîne, puisqu'on a ces lotissements agricoles pour la première partie, la production. Ensuite, on a visité les ateliers d'agrotransformation qui vont bientôt faire l'objet d'attribution. Le dernier maillon de la chaîne, c'est l'unité de stockage et de conditionnement. On a tous eu cet objectif finalement d'essayer de se rapprocher, sinon d'atteindre l'autonomie alimentaire. Et on pense que c'est un objectif qui est atteignable peut-être pas à 100%, mais on peut se rapprocher des 100%. En 2023, Taha a commercialisé plus de 793 tonnes de produits agricoles, hors copra et nono, pour une valeur de 366 millions de francs, preuve que l'île Vanille cultive résolument son avenir. La danse est dans son ADN depuis l'âge de 10 ans. Une meilleure danseuse du Hevaï Tahiti il y a 14 ans, Moena Maihotui, nous fait le plaisir d'être sur TNTV ce soir. Avant de parler Ori Tahiti, un retour en arrière. Nous sommes sur scène en 2011, en plein solo. Regardez. Yaorana Moena Maihotui, vous reproduisez sur votre siège les mêmes mouvements. Jetons d'abord ensemble un coup d'œil à ce compte à rebours qui a commencé. Nous sommes à 66 jours, 22 heures, 24 minutes et 23 secondes avant le Heiva 2025. Que faisiez-vous en 2011 à ce moment-là ? En 2011, j'étais déjà la chorégraphe pour Tahiti Ora, le groupe avec lequel on a participé au Heivaï 2011, Heivaï Tahiti. Du coup, voilà, je me suis entraînée avant, j'ai fait les chorégraphies, je faisais mes placements, j'avais mon petit cahier et je pense qu'en avril-mai, voilà, j'étais en train d'enseigner
ce que j'avais travaillé en amont quelques mois auparavant, ou bien j'étais peut-être en voyage pour des workshops à l'étranger, mais en tout cas c'était full danse tout le temps. Alors côté scène, le Heiva, c'est le plus grand événement culturel de l'année, on peut le dire. Hein. Côté coulisses, on parle d'implication. Jusqu'à quel point ce trophée que vous nous avez ramené, qu'est-ce qu'il représente pour vous? L'émotion ou le sacrifice? Non, pas de sacrifice. Je danse depuis que je sais marcher. Alors on va dire que c'est l'accomplissement de 14 ans. Je suis toujours émue quand je parle de ça. C'est l'accomplissement de 14 ans de danse, de voyage, d'enseignement, d'apprentissage. Et donc, non, ce n'est pas un sacrifice, mais c'était, on va dire, la suite logique. La suite logique. De ma carrière de danseuse. Voilà. Depuis 4 ans, c'est ça? Oui, voilà. J'ai participé, pardon, j'ai pas participé, j'ai appris Lori Tahiti avec Makau Foster d'abord, puis avec Vanina Ehou, avec Mamie Louise au conservatoire. Et vous étiez déjà sur scène à 10 ans? Oui, hein? c'est ça. Ce sont des images qu'on peut voir sur la scène Place Toata. Premier Heiva en 97. Peut-on dire que le Heiva a été un tremplin pour vous? C'est un tremplin, je pense, pour les danseuses qui se présentent en tant que meilleures danseuses, parce qu'à la clé, il y a des workshops, il y a beaucoup de voyages, une belle expérience avec les gens qui aiment la danse tahitienne à l'étranger. C'est un tremplin, mais c'est une continuité logique pour moi aussi, je pense. 2011-2025, le Holy Tahiti a évolué depuis. Oui, c'est vrai. Quel est votre regard un peu plus technique sur cette danse? Alors, je peux dire qu'à l'étranger, comme je suis amenée aussi à être jury pour des compétitions à l'étranger, Lori Tahiti a vraiment évolué, hein, ça fait 14 ans, et je vois qu'il y a des pas, des nouveaux pas, il y a de l'innovation. Mais je suis contente de voir que dans le Heiva Tahiti, on garde les bases traditionnelles et qu'on reste quand même dans ce cadre qui me plaît bien. Et ce cadre, justement, il a évolué pour vous. Vous êtes passé à autre chose, on peut dire ça comme ça, l'après Heiva. Il y a eu un déclic pendant le Covid. Ah, c'est ça. Pendant le Covid, en fait, j'ai dû poser mes valises. Hein. Pendant 10 ans, j'étais à l'étranger tout le temps. Et puis, j'avais pris quelques kilos, pour ne pas dire 20 kilos. Et du coup, voilà. Et je me suis dit, si je suis dans ce cas, peut-être que beaucoup d'autres personnes ont besoin de faire du sport pour notre santé, tu sais. Donc, j'ai ouvert ce concept Lori Tahiti Fitness. Et ça me tenait à cœur parce qu'il fallait que je bouge, il fallait faire bouger la population tahitienne. Je m'étais occupée beaucoup à l'étranger, des filles à l'étranger. J'avais envie de poser mes valises et de m'occuper un peu des filles ici en Polynésie aussi. Avec une dimension un peu sociale sur ce Holy Tahiti Fitness. C'est vrai, je voulais que ce soit accessible à tout le monde. Je ne voulais pas que ce soit un frein, que le prix soit un frein. Alors, on est resté depuis le début, février 2021, à 500 francs la séance. Ça me fait plaisir de voir des petites filles, des mamans et des grands-mères danser en même temps, le temps d'une heure, et dans les quartiers. Quel autre projet avez-vous en ce moment? Alors, cette année 2025, j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. Je fais le Heiva. 11 ans après, je remonte sur les planches de Toata avec le groupe Tamariki Puirani. Et puis, je suis en train de lancer mon site internet avec une amie. Et voilà, donc 2025, on y va, on est à fond. Et on sera place Toata, comme en 2011. C'est ça. Merci infiniment, Mena, d'avoir partagé avec nous ces souvenirs et bon retour sur cette scène que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Merci. Et restons place Toata, justement, où le rire était obligatoire hier soir. On l'attendait, le Jamel Comedy Club, pas forcément sous la pluie, certes, mais avec un humour décapant et quelques clins d'œil à notre culture du Fénois. Une confidence, notre journaliste Otu Colombani a ri aussi. C'est en véritable fête du rire que Jamel Debbouze et sa troupe ont transformé la scène, pour le plus grand bonheur du public polynésien. Vous êtes étrange comme peuple. Sur les planches comme dans la fosse, l'échange d'énergie est palpable. Rire ensemble, se reconnaître et partager, l'icône de l'humour français a cherché à créer une réelle interaction avec le public du Fénois. La première fois, je suis venu pour Tahiti, pour le Monoï, pour le Lagon, pour le Maï-Maï. Et cette fois-ci, je suis revenu pour les Tahitiens, pour la Polynésie, pour les gens. C'est pour moi, en tout cas, à chaque fois, une espèce de communion quand je viens ici. C'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça. Hein. Les Tahitiens sont des rieurs et
Et ça, c'est très motivant. Et pour rendre ce rendez-vous encore plus spécial, les artistes n'ont pas manqué de s'intéresser au mode de vie local et à intégrer des clins d'œil dans leurs sketchs. Un travail salué par un public ravi de se voir ainsi mis à l'honneur. Ah ouais, il a fait un travail vraiment de précision. Donc j'ai retenu surtout qu'il faut que je baisse le prix du chess-dalle. Ça, c'est clair. Exactement, et puis il s'intéresse beaucoup à la culture locale. Il joue très très bien l'humour local et franchement, c'était super. Et comme à chaque fois lorsqu'il est venu, l'artiste a rempli Toata, une réussite pour les organisateurs de l'événement, heureux d'avoir pu offrir ce moment de bonheur au public du Fénois. Je fais venir des artistes parce que je sais que le public les aime et Jamel, en fait, son public, il est jeune et en même temps, effectivement, c'est aussi un public de son âge. On a vu ce soir, il y avait beaucoup de monde et d'âges très différents et c'est ça qui fait sa force aussi, c'est qu'il sait fédérer un maximum de gens. La troupe repartira ce soir pour continuer sa tournée en métropole, mais toujours avec une forte envie de revenir au Fénois dans un futur proche à la rencontre des Polynésiens. Et c'est le moment de notre journal des sports avec Oriano Tefao. On s'attendait à des annulations ce week-end, mais on a quand même transpiré car certaines compétitions ont tenu bon, place à l'essentiel de l'actu sportive. Allez, d'abord un sujet longtemps oublié dans le monde du sport, le lien entre physiologie féminine et sport. Un thème abordé pendant une semaine avec des conférences et des ateliers. Objectif, mieux comprendre l'impact du cycle menstruel sur la performance des athlètes. Et invité du comité olympique, Juliana Antero a sensibilisé sportive et encadrants sur le thème encore trop peu évoqué. Les détails avec Liora Bounik. Normalement 50%. Briser le silence autour d'un sujet encore tabou. L'influence du cycle menstruel sur la performance des sportives. À travers des données scientifiques, une chercheuse s'est penchée sur l'impact des variations hormonales. 2 constats majeurs en sont ressortis. Le cycle, c'est tout ça. Il peut avoir un impact positif. C'est ça que c'est surprenant. Mais certaines fluctuations hormonales, elles sont positives à la performance. Mais les symptômes menstruels, comme les douleurs au ventre, les maux de tête, la fatigue, c'est ça qui a un impact négatif sur la performance. Cela varie en fonction d'une femme à l'autre, mais de façon générale, à l'approche de l'ovulation, il y a la montée de certaines hormones qui favorisent les entraînements de force, de puissance et d'explosivité. Un constat que partage cette athlète qui pratique le cyclisme ou encore le triathlon. Chez elle, certaines phases du cycle boostent ses performances. Mais au-delà de sa pratique, cette conférence a résonné dans son quotidien de mère de famille. Cette conférence avec Juliana était riche en échanges, en partage et surtout en prise de conscience. Et moi, je suis maman de 4 filles, dont 2 ont aujourd'hui leurs règles. Et elle, c'est plutôt un impact très négatif parce que c'est douleur sur douleur. Et cette conférence a permis de lever le sujet tabou. Et de pouvoir en parler librement. Et en parler, c'est pouvoir chercher des pistes pour soulager les symptômes douloureux. Parmi celles abordées, améliorer son sommeil, son alimentation ou encore pratiquer des massages et des exercices de respiration. Des solutions sur lesquelles Kylie n'aurait pas forcément parié. Je pense que si elle n'avait pas été là, je ne me serais pas réellement penchée sur le sujet. Parce que pour moi, en fait, ça peut être normal d'avoir mal, mais en fait, non, c'est pas normal. Et c'est ce qu'elle nous a bien fait comprendre. C'est pas normal d'avoir mal. Comprendre son cycle, c'est adapter ses entraînements plutôt que les subir. Une approche bénéfique pour les sportives, mais aussi pour toutes les femmes. Il faut en parler non seulement parmi les sportifs de haut niveau, mais parmi toutes les femmes, parce que du moment qu'on identifie des dérèglements du type excès de douleurs, excès de problèmes, excès de fatigue, tout ce qui vient déranger l'entraînement ou la routine, cela doit être pris en charge. Être à l'écoute de son corps pour se libérer des contraintes et transformer son cycle menstruel en allié. Un pas de plus vers un quotidien où les menstruations ne doivent plus être un frein, mais un facteur à prendre en compte.
À présent, direction l'île Sacrée pour un événement historique. L'équipe Hawaii Run a remporté hier la 30e édition des foulées de l'Ayatea. Et oui, une course mythique autour de l'île qui a rassemblé près de 200 coureurs, un record de participation, 2 catégories ouvertes, les Top Gun pour les pros et loisirs pour les novices. Une course donc et des rebondissements avec Jessica Doucet. 5, 4, 3, 2, 1, top! Il fallait se lever aux aurores. Dès 6 heures du matin, face au marché du Tourois, le départ est donné. 100 km au compteur et 2 façons d'y arriver. Par équipe de 10 km à avaler d'une traite avant de passer le témoin. Et par équipe de 20, relais express tous les 5 km. Un rythme soutenu, des relais millimétrés et un nouveau départ groupé pour relancer la course et garder tout le monde dans le tempo. Parmi les participants, des visages bien connus de l'événement, mais aussi de nouveaux participants pour relever ce défi unique dans l'archipel. Ouais, ça va, un peu difficile, mais j'ai réussi quand même. C'est quoi le plus dur? C'est surtout la montée. Grâce à une organisation bien huilée et une logistique rodée, la course se déroule dans une ambiance bon enfant. C'est important de toujours anticiper et d'être devant. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un départ, je pars au kilomètre 10 pour voir. C'est arrivé par exemple il y a quelques années où un arbre est tombé au P430. Donc on a dû improviser, on a appelé les pompiers, il faut tout dégager avant que les coureurs arrivent. Donc il faut vraiment toujours tout anticiper. À mi-parcours, une pause de 30 minutes permet aux coureurs de se restaurer et de reprendre des forces au rythme des ukulélés. Mais la course reprend vite. Encore 50 km à avaler sous un soleil de plomb et parfois sous quelques averses. La fatigue se fait sentir, mais la motivation reste intacte. On est parti, il pleuvait à peine, mais après le grand soleil est sorti. Du coup, c'était magnifique et motivé par vraiment la beauté du paysage. J'ai couru tranquille, c'était génial. Kilomètre après kilomètre, les équipes se rapprochent de la ligne d'arrivée. Avec courage et détermination, la team Hawaii Run franchit la première la ligne et remporte cette 30e édition dans la catégorie Top Gun avec un chrono de 7h44 minutes 04 secondes. Dans la catégorie loisirs, la team Ter Ipaya s'impose également au terme d'une belle course. La 30e édition des foulées de Ayatea s'achève sur un beau succès. Ouais, on n'a jamais eu autant d'équipes, là, 16 équipes, ça commence à faire du monde. De voir c'est de voir tout le monde faire du sport là, donc on n'est pas là pour la performance, mais voir les familles, voir les papas, les mamans, les grands-pères et les petits-enfants qui courent, c'est cool. Le rendez-vous est déjà pris pour avril 2026 pour la 31e édition des foulées de Ayatea, une nouvelle aventure en perspective où sport et partage resteront au cœur de l'événement. Et toujours à Ayatea, les gants ont parlé plus fort que les mots à la salle omnisport de Uturoa. Le mémorial Hemata Newfer a réuni des passionnés. Des familles, des athlètes, tous venus honorer la mémoire d'un champion au grand cœur. 8 clubs de Polynésie ont répondu présents. Une soirée marquée par 2 très belles rencontres, comme nous l'explique Ronnie Moufat. 16 combats ont animé la soirée. Amateurs, élites locales, tous sont montés sur le ring animés par la même volonté, rendre hommage à Hemata Newfer, des duels intenses au plus grand plaisir des spectateurs. On a commencé par la boxe éducative et après progressivement les combats deviennent un peu plus serrés. Et là, on a vu que la relève, là, elle est bien là. Moi, je vois à travers ces boxes-là l'évolution de mon fils. Il a commencé par la boxe éducative pour arriver à un certain niveau. Et voilà, je suis émue. Parmi les temps forts, le face-à-face très attendu entre Tuto Miho et Silvio Cicero. 2 boxeurs talentueux, l'un de Ayatea, l'autre de Tahiti. Un combat serré et engagé. Une revanche qui tourne à l'avantage du pugiliste de Ayatea, porté par son public. Heureusement, il y a les entraînements. Il ne peut pas gagner son tournée. Voilà, sinon ça s'est bien passé. C'était un combat que tu attendais, c'était un peu une revanche. Voilà, c'est une revanche. J'avais perdu en 10 ans. Là, c'était un moyen pour la revanche et gagner aussi pour notre collègue Hemata. Malgré la défaite, Silvio Cicero, sociétaire du Warrior Boxing Club, tire du positif. Ce combat lui offre une très bonne préparation pour ses prochaines échéances. Tuto Miho, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et il a été plus fort ce soir. Je crois qu'il attendait vraiment ce retour, cette revanche, on va dire. Complètement. C'est chez lui. Et en plus, c'est une revanche du championnat de Polynésie qu'il voulait prendre et on a accepté l'invitation avec plaisir. Malgré tout, ça reste pour toi une bonne préparation. Tout à fait. Et surtout une belle piqûre de rappel ce soir. Et donc,
Oui, je reste concentré pour Cap sur le challenge Maconena fin mai et puis les Océaniens en septembre. La soirée s'est achevée sur la victoire de Keanu Pani du Amin Boxing Club qui s'impose par arrêt de l'arbitre face à Tesho Teripaya de Rayatea. Au cumul des combats remportés, la S-Team Hemata Boxing Club se hisse sur la plus haute marche du podium devant Amin Boxing Club et la S Tumara Boxing de TV3. Et du ring, on passe à l'octogone. Les amateurs de MMA avaient rendez-vous hier à la salle Maconena de Tiparoui pour la 4e Octo Fighting League. Et en tête d'affiche, Julian Schluch face à Juan Camilo Rincon qui s'est imposé après l'abandon du Colombien dans la 3e reprise. Résumé signé Désiré Tevao. 4 combats chez les professionnels et autant de victoires pour Julian Schluch. Face à Juan Camilo Rincon, c'est grâce à sa technique pied-point que le Tahitien fait la différence. Dans cette zone-là, vers la tempe, j'ai fait une ouverture, c'était bien dans la pointe de mon coude quand j'ai envoyé le coude. Après, il y avait d'autres coups, des coups encore. Les coudes, ça a bien marché ce soir-là et certaines droites aussi, c'était bien placé. Quelques genoux au foie aussi, j'avais senti que il avait pas, s'y attendait pas quoi. Juan Camilo Rincon est dur au mal, mais devant la domination du Tahitien dans les 2 premiers rounds, l'entraîneur du Colombien décide de jeter l'éponge dans la 3e reprise, offrant ainsi la victoire à Julian Schluch. Pour moi, c'est enchaîner encore les combats. Là d'abord, je vais bien me reposer. Moi, j'ai un bon cheeseburger là qui m'attend dehors. Faire la fête un peu, fêter mon anniversaire tranquillement. Ensuite, je reprends le combat dès que possible, mais à l'étranger si possible. Je recherche, toujours combat pro, toujours. Là, c'est mon 4e combat pro, 4e victoire. Là, je vais passer sur la 5e victoire, là. C'est la suite, ainsi de suite. Enchaîner les victoires, c'est ça le but. Pour cette 4e édition de l'Octo Fighting League, 3 combattants de Wallis et Futuna ont aussi fait le déplacement. 3 combats pour autant de victoires, dont notamment 2 par soumission. L'une est signée par Axel Vinet qui l'emporte face à Heyari Roy grâce à un étranglement. J'ai vu les vidéos de l'Octo Fighting League d'avant. Et je me suis dit que ce serait une super organisation pour nous. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans ce voyage. Donc j'ai sélectionné que les jeunes qui pouvaient venir chercher la victoire. La soumission, c'est grâce au coach. Soné Toakoifenoa, première ceinture noire de Jute de l'histoire de Wallis. C'est grâce à lui qu'on en est là au sol. On reviendra tous les ans en Tahiti. On va revenir fort. Il faudra nous attendre. Les rendez-vous de MMA s'enchaînent au Fénois. Le 10 mai, la salle de Fatawa sera le théâtre du 4e Tahiti Fighting Championship avec pas moins de 28 combats prévus. Et pendant que Julian mange son cheeseburger, nous, on retient notre souffle, Florence, avec justement les championnats de Polynésie d'apnée qui se sont disputés hier à la piscine municipale de Tiparoui. Statique, dynamique, avec ou sans palme, Oriano, et une trentaine de compétiteurs ayant dû repousser leurs limites sur plusieurs épreuves. Et le tout dans un cadre sécurisé, regardez. Pour commencer, l'épreuve du statique. Objectif, rester immobile le plus longtemps possible sans respirer. Une prouesse physique mais surtout mentale. Et derrière chaque apnée, un encadrement rigoureux. La sécurité est omniprésente du début à la fin de l'épreuve. Respirer sous l'eau, c'est pas trop la fonction de l'homme, donc on est obligé de mettre des protocoles de sécurité assez importants. Donc en statique, voilà, on a des protocoles pour vérifier, pour checker en fait la bonne condition de l'athlète, voir s'il est toujours bien conscient, si il sait toujours où il en est, si à un moment il n'est pas parti trop loin en fait, et partir sur une syncope. Et on fera la même chose au niveau après du dynamique. On s'assure que voilà, la reprise ventilatoire est bien en place, et puis après c'est à la décision des juges pour valider la performance. Chez les femmes, 2 passages au-delà des 5 minutes sous l'eau. Parmi elles, Gaëlle, venue de Rayatea, qui dispute sa toute première compétition après seulement 1 an d'entraînement. Alors c'est une préparation que j'ai faite depuis de longs mois, donc je me suis habituée à un état d'esprit sous l'eau. Et moi, comme j'adore nager dans le lagon à Rayatea, en fait, je visualise un peu mes voyages aquatiques avec les raies, les requins, les tortues. Et ça aide à se sentir bien dans l'eau, surtout dans une piscine où je n'ai pas du tout l'habitude de nager. Donc là, j'ai pas atteint mon record qui est de 5 minutes 35, mais je m'en suis approchée, donc c'est correct, je suis satisfaite. Parmi les habitués, Serena Cerezini, la championne en titre, égalise son record de l'an dernier. Elle démontre sa régularité et sa maîtrise. Tout s'est bien passé, c'était très détendu. J'ai fait exactement la même chose que l'année dernière, du coup c'est constant.
Place ensuite au dynamique avec ou sans palme. Là, il ne s'agit plus de rester en place, mais de parcourir la plus longue distance sous l'eau. Franck, passionné de pêche sous-marine, il signe de belles performances dans l'ensemble des épreuves, avec un nouveau record de Polynésie en statique. Cette année, j'ai fait 6,25 sur le statique et j'ai touché le mur des 100 mètres en dynamique. Et en pêche sous-marine, c'est très intéressant de développer des capacités de statique parce que ça permet d'augmenter les temps d'agachon et surtout d'augmenter la marge de sécurité sur différentes situations, puisqu'on apprend justement à maîtriser le stress et les situations d'urgence. Les apnéistes se donnent rendez-vous à Bora Bora les 17 et 18 mai pour une compétition d'apnée en profondeur, la 3e Bora Abyss Contest. Et que dire du reste de l'actualité sportive? C'est en bref et en images. Ambiance sportive au stade Fataoua pour le Vendredi Pop. Un rendez-vous pensé pour les jeunes cyclistes de 6 à 17 ans, avec au programme différentes épreuves sur piste, pointe, scratch ou encore sprint intermédiaire. À l'origine de cette initiative, François Lestoff, un des responsables de l'école de vélo. Une belle opportunité pour les enfants de s'initier ou de progresser dans la pratique du cyclisme. 5 manches sont prévues au total avec une grande finale en juillet. Un événement qui permet aussi de préparer les jeunes à de futures compétitions. Une manière de repérer les talents de demain et de poser les bases d'une relève solide pour le cyclisme polynésien. C'est justement ce que souligne Hervé Arcade. Malheureusement, les Jeux du Pacifique sont dans 2 ans, donc c'est plus les U17 qu'on espère qu'ils restent encore en selle pour pouvoir faire partie de la sélection. Mais c'est vrai que les plus petits, au contraire, ça va créer une dynamique pour qu'on puisse avoir un petit peloton, pour que demain matin, ça soit aussi la relève des grands qui sont actuellement un petit peu plus vieillissants, on va dire, et d'avoir une bonne relève pour le cyclisme polynésien. Plus de 60 voix étaient au départ hier de la 17e édition de la Coupe de l'Environnement. Au programme notamment pour les seniors hommes, un parcours de 22 km entre Taoné et le Motu Martin à Mahina. Sous la grisaille, l'équipage A de Shelf A s'est imposé en 1h29 et devance de 40 secondes Enviropol. L'équipage B de Shelf A complète le podium chez les seniors hommes. Du côté des dames, les rameuses de Ihilani l'emportent. En athlétisme, les championnats de Polynésie des 3000 et 5000 mètres se sont disputés hier sur la piste du Stade Punarou. Près d'une trentaine d'athlètes se sont affrontés des cadets jusqu'au master. Aux 5000 mètres, chez les hommes, Damien Trocné s'est imposé haut la main avec un temps de 16 minutes et 32 secondes devant Kylian Barakosa et Paul-Alexandre Clavry, qui prennent respectivement la 2e et 3e place. Chez les dames, Amandine Matera l'emporte avec un chrono de 18 minutes et 43 secondes qui lui permet de battre son record personnel. Elisabeth Orloff prend la 2e place et Sophie Bouchonnet complète le podium. J'ai pas fait beaucoup de 5000, c'était mon 3e et j'avais jamais fait sur piste. Du coup, tout le monde me disait que c'était facile, mais moi, quand je pars trop vite, je cale vite parce que je suis plus sur des distances courtes. Du coup, l'idée, c'était de me caler sur une allure de base que j'étais sûre de tenir. Et ce qui restait, je le mettais sur les 2-3 derniers tours. Et là, j'étais en 18,42, donc voilà, je savais pas trop la forme du moment et le chrono a parlé, donc c'est cool. Et pour terminer, les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. On commence avec le triathlon des entreprises ce jeudi 1er mai à Aure-Tinho. Il y aura du VA aussi samedi 3 mai à Moorea avec l'incontournable course scolaire Eimeho VA. Et toujours ce samedi 3 mai se disputera un tournoi de basketball réservé aux dames, les Taurea Vahini Contest dans la salle Omnisport de Taravo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Votre dimanche soir, 19h10 avec Bien dans son faré, 19h30 Godzilla, 21h50 Capital. L'information continue sur TNTV. Demain, Vaitiale Naota et Athéna Milcam pour vos journaux. Et comme d'habitude, pour finir, les meilleurs moments sport du week-end. Bonne soirée. Et excellente semaine. Merci. Thank you.